1942. L'Europe est à feu et à sang. Pour la première fois de l'histoire, nous faisons face à des raids aériens de grande ampleur. Nombreuses sont les villes qui sont défigurées, voire rasées de la carte. Mais certaines seront en grande partie épargnées, comme par exemple Paris ou bien encore Bruxelles. La guerre touche à sa fin. L'Europe décide d'enterrer la hache de guerre, ce qui va mener au fondement de la future Union européenne. Nous sommes alors au début des années 50, en pleine période de paix et de reconstruction. Bruxelles est comme prise d'assaut, nombreuses sont des merveilles d'architecture qui sont détruites dans toutes les rues de la capitale, des maisons s'effondrent, pourtant la guerre est finie, et alors si ce n'est pas Jean-Fritz Messerschmitt qui détruit la ville, qui est-ce? J'ai nommé les promoteurs immobiliers. Ces derniers veulent faire de Bruxelles une ville modèle, en termes de modernité, et comptent bien faire table rase du passé. Ils veulent faire de Bruxelles le carrefour de l'Occident. Et que faut-il pour faire un carrefour? Il nous faut des routes. Que dis-je? Des autoroutes. En 1958, l'exposition universelle se tient à Bruxelles. Cet événement va accélérer encore plus la transformation des boulevards en autoroutes urbaines. Les grands boulevards, jusque-là bordés de magnifiques hôtels particuliers, se transforment en autoroutes urbaines, avec également la construction massive d'immeubles de bureaux qui vont remplacer les belles maisons de maître. Ce phénomène qui touche beaucoup de villes du monde, mais qui a été particulièrement violent à Bruxelles, a donné naissance à un néologisme du doux nom de bruxellisation. Le terme est utilisé de manière péjorative pour désigner le développement incontrôlé de la ville dans la période d'après-guerre. La démolition de bâtiments historiques et la construction de bâtiments modernes génériques et sans caractère. En particulier, les bâtiments Art Nouveau ont beaucoup souffert du désir destructeur des architectes d'après-guerre, qui avaient absorbé la doctrine selon laquelle l'ornement est un crime. Parmi les joyaux architecturaux qui se sont fait grand remplacer, il y a la Maison du Peuple, réalisée par Victor Horta, qui pour ceux qui ne savent pas, il est le CEO de l'Art Nouveau. En gros, c'est le boss final du mouvement Art Nouveau, avec des réalisations tout simplement magnifiques, et parmi ces réalisations, il y avait la Maison du Peuple qui fut commissionnée par le Parti ouvrier belge. Jugée démodée et menacée par la spéculation immobilière, la Maison du Peuple fut définitivement condamnée. C'est en 1965 qu'elle est détruite pour faire place à une tour de bureau de 26 étages. Cette tour fut affublée du patronyme de son entrepreneur, Blaton. Alors l'ironie, c'est que c'est le même Blaton qui réalisait la plupart des chantiers d'Horta. C'est une façon de rappeler qu'en plus d'être le pays du compromis, la Belgique est également celui du surréalisme. En parlant de tours, parlons un peu de la magnifique tour ITT. Nous sommes en 72. L'entreprise International Telephone and Telegraph Corporation décide d'implanter son nouveau site européen au-dessus du site historique de l'abbaye de la Cambre. S'il prenait à la ville de refuser, ITT menace de délocaliser ses activités à Paris. Une manœuvre qui visiblement porte ses fruits, puisque les chefins de l'urbanisme délivrent le permis de bâtir. Voyant le manoir qui est à l'emplacement de la future tour se faire détruire, les habitants du quartier s'inquiètent. Ils se demandent si le projet ne risque pas de dénaturer et gâcher la perspective. Pas du tout, répond les chefins. Le bâtiment en question sera entièrement translucide. Mais oui, c'est clair. Hoy a la playa había subido la marea. Les halles étaient un point de repère important pour les habitants de Bruxelles et un lieu prisé pour les activités commerciales et sociales. En 1953, le bâtiment est détruit pour faire place au très esthétique parking 58. Alors, pourquoi ont-ils détruit cette beauté architecturale? Tout simplement parce que les politiciens de l'époque, ils avaient la même vision que Gilbert Montagnier revenant de soirée avec 3 grammes dans le sang. Ils ont vu les halles et ont pensé « ouais, c'est pas mal, mais je ferais bien un beau petit parking à la place ». L'ancienne gare du Midi était un joyau architectural du 19e siècle. Elle se démarquait par sa façade en pierre monumentale, ornée d'arcades et de colonnes, ainsi que par son toit en verre et en fer qui illuminait le hall central. La façade ressemblait à un arc de triomphe. Quand tu allais prendre le train à l'époque, t'avais l'impression de passer dans un portail qui te téléporte directement en Rome antique, alors que maintenant t'as l'impression de prendre un aller simple pour Crackhead-Land. L'année 1965
n'aura pas été incroyable pour l'architecture bruxelloise. Elle a vu la rénovation du square du Bastion qui a entraîné la démolition presque totale de l'îlot, incluant la rue du Bastion d'antan et ses deux établissements emblématiques, le Café de l'Horloge et le Théâtre Molière. Ce théâtre, qui a été longtemps un incontournable de la vie culturelle de la capitale, se distinguait par sa somptueuse façade néoclassique ornée de 4 cariatides élégantes. Et maintenant, voilà à quoi ça ressemble de nos jours. Charmant, non? Vous remarquerez sur le bâtiment qui a été modernisé, toute l'ornementation a été retirée, tous les petits détails qui faisaient son charme ont été démantelés. On dirait un peu le graphisme des anciens jeux vidéo versus les modernes. En gros, on passe de la version full render 160 fps version masterisée à Super Mario 64 version copie chinoise 6 bits. Quelle humiliation! Même chose pour le bâtiment derrière le Café de l'Horloge. Il s'est fait aspirer son âme à son tour. Quant à la lourde fontaine ornée de toutes ces statues et de ces têtes de lion qui crachent de l'eau, elle a été grand remplacée par un monolithe tout droit sorti d'un cul d'un vaisseau extraterrestre du tiers-monde. Pas obligé que j'ai pas fait de plan pour faire cet engin. Si l'on tenait qu'à moi, je lui réserverais le même sort qu'au monolithe qui est apparu à Kinshasa, et que les locaux ont vite fait de dégager comme il se doit. Durant plusieurs années, les promoteurs, avec la complicité passive du pouvoir politique en place, ont systématiquement vidé les immeubles anciens de leurs occupants, les laissant se dégrader pour, in fine, les démolir et construire les buildings qui les remplacent. Leur présence écrasante participe aussi à la paupérisation d'un quartier ayant perdu toute convivialité. Les derniers habitants de la classe moyenne qui résident encore dans le quartier finissent par le déserter pour rejoindre les banlieues vertes de Bruxelles. La construction de la double tour Philips, plantée là comme une aberration architecturale, défigure définitivement la perspective et l'équilibre de la place. Et pourquoi ne pas faire qu'une seule bêtise lorsqu'on peut en faire deux? La décision de bâtir juste en face un deuxième grand building en étoile achève le travail. L'immeuble prend la place de l'énorme édifice néoclassique de l'ancien hôtel des Postes, détruit sans le moindre état d'âme, sacrifié sur l'autel de la modernité. Ah, mais ils en avaient plus rien à foutre. Et vas-y que je te tape un énorme ancienne Coca-Cola sur un des hôtels les plus prestigieux d'Europe. Et vas-y qu'on foute des portails du Nether en plein centre de la ville. T'inquiète, personne ne remarquera. Au quartier nord, il faut faire place au projet Manhattan. Non, pas celui-là. L'autre projet Manhattan. En gros, il consiste à créer une sorte de centre d'affaires, un peu comme la Défense à Paris, excepté qu'ici, ils ont tout simplement exproprié des dizaines de milliers de personnes et rasé toute une partie de la ville. Le quartier Schuman est choisi, quant à lui, pour accueillir le futur quartier européen. À son tour, il est détruit sans aucun état d'âme. Après tout, il faut faire de la place pour tous ces bureaucrates. C'est ainsi que l'ancienne façade de la gare du Luxembourg est comme rattachée à une énorme masse de béton et de verre, comme un énorme parasite qui ronge sa proie. Bien que très fortement diminué, les gens ont commencé à prendre conscience et des efforts sont faits pour améliorer la situation, comme par exemple la création du grand piétonnier. Mais on est loin d'être au bout du drame, à en juger par le nouveau siège de BNP en plein centre-ville. On dirait que ces Mongoliens ont essayé de recréer le mur de la frontière du Mexique-USA. Enfin bref, la bruxellisation n'est pas près de s'arrêter tant que les gens acceptent de vivre dans des villes défigurées. Je vous invite à regarder autour de chez vous et trouver tous les bâtiments qui sont dus à la bruxellisation.